verrez après de quoi l'Union européenne est le nom. De cette politique, vous arriverez à comprendre ce qu'est l'Union européenne. Premier pilier, le pacte vert. Le pacte vert, c'est quoi? C'est l'idée que l'économie, les sociétés de l'Europe doivent être à zéro carbone en 2050, avec une phase intermédiaire à 2030. On dit formidable, on va être les gens les plus vertueux de la Terre, on va sauver la planète, le monde et l'univers, et tout ira bien. Ça, c'est la présentation. La vérité, elle est un peu différente. En réalité, c'est une vision extrêmement idéologique. Une vision idéologique qui arrive des Verts, des Grünen allemands. Les Grünen allemands, c'est quoi? C'est des capitalistes. C'est-à-dire des types qui, juste après la guerre, ont fait la morale à leurs parents sur ce qui s'était passé pendant la guerre et ont pris un magistère moral. Et à ce moment-là, ont ramené leur histoire avec l'idée que, il fallait sauver la planète. Alors c'est du communisme en réalité, pas seulement parce que c'est l'idée que le productivisme capitaliste, n'est-ce pas, attaque la planète, donc il faut attaquer le productivisme. Et en réalité, ça va beaucoup plus loin de ça parce que l'écologisme, c'est-à-dire la doctrine de l'écologie, l'écologie c'est une science, l'écologisme c'est une doctrine. Et l'écologisme, c'est en fait un wokisme. Alors c'est quoi le wokisme et l'écologie? Le wokisme, c'est l'idée qu'en fait, tout est oppression. Le blanc opprime le noir, le grand opprime le petit, le valide opprime l'handicapé, l'homme masculin opprime la femme, etc., etc. Et donc en fait, pour le wokiste, tous les rapports humains, tous les rapports personnels sont des rapports conflictuels. Et des rapports de domination, de soumission et donc de guerre interpersonnelle. Dire, bon, ok, mais en quoi, comment on peut relier ça à l'écologie? Et bien c'est très simple, c'est que cette idée d'une oppression générale, on l'a mise sur l'homme, l'être humain. Et en gros, les écoféministes vous disent, l'homme, l'être humain, opprime la planète comme l'homme masculin opprime la femme. Donc en fait, nous sommes tous des oppresseurs de la nature. Simplement parce que nous avons une activité humaine. L'activité humaine pollue, donc l'homme est un prédateur de la nature, et donc il faut réduire l'activité de l'homme. On va dire comment ça se concrétise. Eh bien ça se concrétise par 4 politiques de décroissance. La décroissance énergétique. On nous dit, il ne faut pas de carbone. Énergie sans carbone. Alors, vous dites, écoutez, ça tombe bien. Nous, les Français, on a fait notre révolution d'une énergie sans carbone dans les années 70 avec le plan Mesmer, puisqu'on a fait le nucléaire. Et là, ils vous disent, non, ça ne marche pas, on ne veut pas de nucléaire. Parce que la réalité, c'est pas qu'ils ne veulent pas de carbone, ils ne veulent pas d'énergie. Ils ne veulent pas qu'on fonctionne de l'énergie, et ils ne veulent pas qu'on consomme de l'énergie. Et si aujourd'hui l'énergie est chère, c'est parce que l'Union européenne s'est emparée de la fixation du prix de l'énergie, et évidemment, dans l'idée qu'il faut réduire la consommation d'énergie, eh bien, on fait monter les prix. Donc, ce n'est pas un hasard. Décroissance énergétique, décroissance industrielle. L'exemple, c'est les moteurs thermiques. On dit, vous êtes tous des criminels, vous avez une voiture à essence, donc vous êtes un criminel. Alors le type se dit, écoutez, oui, il faut y remédier, c'est pas grave, vous allez acheter une voiture à 45 000 €, une voiture électrique. On est parti dans le type électrique, et en réalité, alors vous connaissez un peu les problèmes qu'il y a d'électrique, c'est le problème d'économie, c'est le problème du prix d'achat, c'est le problème de la vie du véhicule, on voit qu'elle n'est pas aussi vertueuse économiquement, c'est le problème des batteries, c'est le problème de la soumission à la Chine, parce que la Chine a bien beaucoup d'avance sur nous. Mais en réalité, il y a eu une norme Euro 9 qui est sortie. C'est quoi la norme Euro 9? C'est qu'on est en train de nous dire, c'est que, en fait, la pollution, ça ne sort pas du pot d'échappement. C'est l'usure des pneus. Si c'est l'usure des pneus, c'est les voitures les plus lourdes. Et les voitures les plus lourdes, c'est les voitures qui ont des batteries.
suis en train de vous dire, c'est qu'ils n'ont pas fini de triquer la voiture thermique, qui commencent à préparer le tricage de la voiture électrique. Parce que leur problème n'est pas d'avoir des voitures vertueuses, c'est de mettre fin à la civilisation électrique. Troisième décroissance, énergétique, industrielle. Troisième décroissance, agricole. L'homme est un prédateur de la nature, il faut laisser la nature. C'est ce qu'on appelle restaurer la nature. Restaurer la nature, c'est pouvoir laisser des espaces à la nature. Alors c'est le zéro artificialisation nette, c'est les zones de faible émission. Vous en avez ici des exemples. Et en ce qui concerne l'agriculture, c'est moins de rendement, moins de surface. Moins de rendement parce qu'on interdit les pesticides, on interdit tous les produits, alors même qu'on n'en recherche pas d'autres. Donc on va vers des interdictions et on réduit les surfaces de manière pratiquement complète. Alors on met des affaires, on met des choses comme ça. Et résultat, le pauvre agriculteur qui touche 800 € par mois, si vous touchez 800 € par mois, et bien vous aurez encore moins de rendement et encore moins de surface. En fait, les agriculteurs à ce niveau-là sont condamnés. Quatrième décroissance, la décroissance en matière d'élevage. On est en train de nous raconter qu'en fait, manger de la viande, d'abord c'est cancérigène, on nous explique qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, mais c'est surtout très polluant. Parce que les élevages sont polluants. Or, depuis que l'homme est sorti du chasseur-cueilleur, il a fait de l'agriculture et de l'élevage. Et ça s'est plutôt bien passé. Et c'est parce qu'il a mangé de la viande, et notamment parce qu'il a cuit, qu'il est devenu intelligent. Parce que c'est les protéines qui ont fait que, en mangeant de la viande, en digérant la viande parce qu'elle était cuite, il a fini par devenir intelligent, voire même très intelligent. Et là, les économes nous disent, ah, il y a un problème, c'est que l'élevage pollue. Et en réalité, il y a une autre idéologie qui se greffe là-dessus, c'est l'antispécisme. L'antispécisme, c'est quoi? C'est l'idée que l'homme est un prédateur, évidemment, puisque c'est un oppresseur de la nature, et il oppresse les autres espèces. Et donc, il doit arrêter d'oppresser les autres espèces, et donc il doit déjà plus les manger. Et dans leur idée, il ne faut plus manger de... Alors, les plus extrémistes des antispécistes vous disent, c'est le véganisme, on mange plus d'œufs, on mange plus de... mais il n'y a plus de soie, parce que c'est des vers à soie, il n'y a plus de cuir, il n'y a plus rien. Il y a quand même des branches encore plus extrémistes. Mais le type écolo normal, tel qu'il s'est dit au Parlement européen, lui il considère qu'en fait, on doit tout manger de viande. Et c'est toute l'histoire des poneys qu'on n'a pas voulu, on ne veut plus faire tourner dans les parcs d'enfants. Et même des types qui ont dit, non mais il ne faut plus les chevaux de bois parce que ça habitue l'homme à oppresser une espèce animale. Et si on suit, le raisonnement, ils vont interdire évidemment la corrida, évidemment la chasse, ils interdiront l'équitation et puis ils interdiront les animaux domestiques. Parce qu'à partir du moment où on vous dit on va interdire l'oppression humaine sur les animaux, ça n'a pas de sens. En tout état de cause, vous allez me dire, ça c'est des trucs de zinzin, il y a quelques illuminés qui ont ça dans la tête, mais ça n'arrive pas au Parlement. Si, ça arrive au Parlement, avec l'idée qu'il faut écrabouiller les éleveurs. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui le montre? Ce qui le montre, c'est un truc grandeur nature en Hollande. En Hollande, le gouvernement, il y a 4 ans, a décidé de supprimer la moitié des élevages. L'élevage de cheptel hollandais, c'est un des plus gros d'Europe. D'abord, les Hollandais sont des gros travailleurs, c'est des commerçants, c'est des types qui aiment leur terre parce qu'ils vont gagner sur la mer, donc en fait, on leur prend pas leur terre. Et puis un jour, un gouvernement arrive et dit on va réduire la moitié des cheptels. Soit on vous rachète, soit on vous détruit. Et si on vous rachète ou si on vous détruit, l'exploitant signera un papier pour dire qu'il ne revient pas dans la filière. C'était vraiment l'idée qu'on avait envie de réduire la filière d'élevage. Qu'est-ce qui s'est passé je ne sais pas si vous vous souvenez, les Hollandais ont commencé à faire des combats de tracteurs non sur place. Moi j'ai été le premier, le second. C'était 2 députés, on a été manifestés, donc les Français, on a été manifestés dès le début avec les farmeurs hollandais, parce que nous on avait dit Marine Le Pen les a soutenus. Donc ils ont fait leur manifestation et ça a infusé dans la population. Et quand il y a eu les élections
provinciale, la petite province de Hollande, le parti des farmers, qui s'appelle le BBB, est arrivé en tête dans les 12 provinces. Le BBB a un peu trahi, et donc les farmers se sont braqués, et il y a eu des élections législatives. Et ils se sont reportés sur le PVV. Et Gerd Wilders, qui est notre partenaire, et c'est notre partenaire du Parti de la Liberté qui est arrivé en tête des élections. C'est autour de lui que s'est fait la coalition d'un nouveau gouvernement au Pays-Bas. Alors on n'entend pas parler, mais la réalité c'est qu'il est parti d'une révolution agraire, une révolution rurale et une révolution politique. Uniquement sur cette affaire d'élevage, qui est assez intéressant. On va dire, d'accord, ok, mais ça c'est typiquement la Hollande. En fait, pas du tout, parce qu'en Irlande, le gouvernement a décidé d'abattre 200 000 têtes de bétail. Et en France, rappelez-vous, en 2023, la Cour des comptes, alors pourquoi la Cour des comptes? La Cour des comptes vient dans un rapport expliquer que la France devra réduire sur ses comptes. Déjà, la production agricole, matière d'élevage française est en train de fondre. Et là, en fait, les hauts magistrats viennent de dire qu'il faudra la réduire. Et on se rend compte que tout ça se met en place alors qu'il y a de la propagande contre la viande. Alors on explique qu'il y a la viande végétale, du jambon végétal. Alors jambon, on va dire non, ça veut dire le jambon végétal, ça n'existe pas. Alors le gouvernement français a dit on ne peut pas appeler ça viande, il faut appeler ça jambon. L'Europe a dit si, on peut appeler ça viande. Alors leur idée, il faut aller vers une transition alimentaire. Et il y a eu concomitamment l'autorisation de consommation des grillons et des insectes. C'est marrant, ça a fait marrer tout le monde. La réalité, c'est que c'est lié, c'est-à-dire qu'il y a des médecins qui ont dit non mais attendez, si on mange plus de viande, il faudra quand même des protéines. Parce que là, il y a des médecins qui ont dit on va leur faire manger des insectes. Et donc on a commencé à alimenter la filière insectes. Qui ne marche pas évidemment, parce que les consommateurs ne mangent pas. Il y a une boîte dans le Nord qui est en train de faire faillite, après 180 millions de subventions et d'investissements là-dedans. Mais ils tentent une sorte de révolution, on ne peut pas dire en transition, on peut dire révolution alimentaire, écolo, folle. Heureusement, le consommateur en Bretagne est en train de taper. Alors cette politique de... Alors, je pourrais vous parler de tas de choses, de la forêt, on en parlera si vous voulez aux questions au dessert, mais c'est très important. Alors pourquoi c'est très important? Parce que nous on est parti vers la décroissance, quand Trump arrive et avec MAGA dit puissance. Donc c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand les pays, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, que ce soit la Turquie, que ce soit maintenant les États-Unis disent puissance, nous on est à la décroissance. C'est-à-dire qu'on est en train de mourir, se suicider. Ça c'est le premier pilier. J'espère que je ne disais pas trop de la vécu parce que j'ai d'autres choses à dire sur l'immigration. Vous allez voir, le pilier il pique un peu dessus. Bon, le deuxième pilier c'est le pacte d'immigration. C'est qu'on avait le pacte vert et on a le pacte d'immigration. Le pacte d'immigration c'est quoi? C'est l'idée que l'Union européenne doit s'emparer de la compétence en matière d'immigration. Normalement, ce n'est pas sa compétence. Elle avait accessoirement les réfugiés, accessoirement. Mais elle a utilisé cette compétence pour l'étendre à toute la migration. C'est déjà une sorte de mini-pilotage juridique, parce qu'elle n'avait pas à s'en occuper. Comment elle le fait? Elle le fait comme elle le fait toujours. Vous savez, elle essaye toujours de grappiller des bouts. Comment elle le fait? Elle dit il y a une crise, et donc s'il y a une crise, je m'occupe des choses. Il y a le Covid, je m'occupe de la stratégie de la migration. Et après, je m'occupe de la santé. Il y a une crise sur un sujet, il y a la déforestation en France, et bien je vais m'occuper de la forêt. Donc soit il y a une crise, soit on invente une crise. Et là, il y a eu, rappelez-vous, en 2015, une pression importante migratoire. C'était le moment où Merkel a demandé à 1 million de migrants de venir. Il y a plus de 1 million
millions sont mis, parce que l'appel a été entendu dans le entier. Et donc, ils sont arrivés, et là, les agences européennes ont dit, voyez, il y a une crise, et il faut que l'Union européenne s'en occupe. Les États sont pas capables. Nous, ça fait aucun siècle qu'on gère les invasions et l'immigration, et on n'était pas capable. Et donc, en septembre 2020, il y a une annonce d'un pacte d'immigration, migration et asile. On revient déjà sur le texte, migration et asile, ça veut dire que la migration conduit forcément à l'asile. Sinon, si ça avait été nous, ça aurait été migration et retour. Donc on voit bien que la tonalité, c'était quand même pas très favorable. C'est vraiment très peu favorable. Pourquoi? Parce que l'Union européenne est profondément une migration. L'Union européenne se vit comme un espace marchand où les hommes sont des producteurs ou des consommateurs. Peu importe que maintenant, on mette que des Maliens, des Américains, des Sud-Américains. Si c'est des consommateurs ou des producteurs, ça va en fait une vision très indifférenciée de ce que doit être la population européenne. Et donc, évidemment, ils ont dit, on est favorable à l'immigration, et Ylva Johansson, qui était la commissaire, elle est beaucoup plus loin en disant l'Europe dynamique, c'est du sérieux, je comprends bien. Elle avait presque un discours remplacement. Elle était presque pour le grand remplacement, elle en faisait pratiquement la promotion. Alors, ce sont des immigrationnistes, et ce sont des immigrationnistes honteux. Donc, ils sont pour l'immigration, mais ils sont quand même un peu gênés. Ils sont un peu gênés, pourquoi? Parce qu'on est là. Et que les populistes agitent les peurs, les opinions, ils savent très bien que ce n'est pas très populaire. Et puis, ils sont quand même conscients qu'il y a un certain nombre de problèmes. Et il y a deux images que l'Union européenne essaye de retirer des écrans de télévision et de l'actualité. Deux images qui illustrent leur politique d'immigration. C'est un, le petit gamin qui est sur la plage, et deux, c'est dans le Quechua dans le pays. Parce que quand même, ça fait mauvais genre. C'est un peu quelque chose à la fois terrifiant pour les humains et un peu brouillon pour les pays d'accueil. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? En bon technocrate et en bon technicien de marketing, ils ont dit que c'est facile. Les morts sur la plage, on va sécuriser les cheminants. Sécuriser les cheminants, c'est la sémantique de l'Union européenne. Je traduis pour le français qui n'a pas tout à fait compris, quand même un peu. Sécuriser les cheminements, ça veut dire qu'on va faire un pont maritime entre l'Afrique et l'Europe, et comme ça il n'y aura plus de gens. Et on va charger les ONG, qu'on va subventionner, pour faire ce boulot. Les ONG, organisations non gouvernementales, elles n'ont de non gouvernementales que le nom. Parce qu'en fait, c'est le bras armé de l'Union européenne. Ils sont subventionnés. Il faut savoir que, par exemple, le bateau coûte 14 000 € par jour. Par jour. Et donc, c'est subventionné évidemment par l'Europe, par 130 collectivités françaises. Et donc, en fait, on voit bien que c'est le bras armé. Et les ONG, elles ne sont pas neutres. Elles sont dirigées par des gens comme Benoît Hamon. En fait, c'est des mecs d'extrême gauche qui ont été battus et qu'on replace et qui continuent à sévir. Alors, il y a Valo Belkacem, et on retrouve comme ça, quand on regarde toutes les ONG, toute la nébuleuse de tous les partis d'extrême gauche européens qui replacent leurs personnels. Et en fait, ils ont des millions de subventions. Et quelquefois, ça monte au milliard. On n'arrive pas à savoir, mais c'est généralement 4, 5, 10, 20 millions pour des ONG. Et la Cour des comptes européenne vient de sortir un rapport pour dire qu'il y a une opacité de l'État. Donc je reviens à mes ONG. La sécurisation des cheminements, elle est confiée en fait au secteur privé. Et elle est confiée à des immigrationnistes pur jus. Deuxième volet, ça c'est la sécurisation des cheminements, le bon maritime. Et après, il y a, quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'on en fait? Et là, il y a ce qu'on appelle les relocalisations. Et des guillemets, nous les Français et les anciens, relocalisation, ça veut dire qu'on envoie ces deux. Non, relocalisation, ça veut dire qu'on les met dans les campagnes. La première localisation, c'est leur arrivée
soit leur accostage, soit leur atterrissage en Europe. Et la relocalisation, c'est la deuxième localisation en Europe. Et donc l'idée, c'est de les disséminer partout. Alors, il y a un certain nombre de gens qui ont rencontré et ils ne peuvent pas être expulsés du tout. Alors d'abord, personne n'est expulsé. Tout le monde est reçu et après on étudie le cas. Et puis on laisse des délais qui sont tels que le type qui ne rentre pas dans la case, il disparaît dans la nature et réapparaît quand les délais d'expulsion sont épuisés. Et puis il y en a qui rentrent directement. C'est par exemple les mineurs. Vous dites, vous êtes mineur, eh bien c'est le sésame. Et vous à cette affaire, vous êtes monté sur la 16 et on ne peut plus vous toucher. Et même si vous avez 45 ans. Parce que c'est déclaratif. Et parce qu'on refuse les tests osseux. Et donc en fait, il y a non seulement les autres qui est abusif, parce que la déclaration supposait même d'ailleurs qu'il faille de toute façon faire venir et accepter de manière mécanique les migrants, c'est une machine à faux mineurs. C'est des faux mineurs. Et donc en fait, on fait dire que c'est faux mineurs, et donc on les installe. Les pays qui refusent un migrant de l'Union européenne doit payer une amende de 20 000 euros. Donc vous refusez le premier migrant, 20 000 euros. Le deuxième, 40 000. Le troisième, 60 000. Et le 150e, et le 3 millième, et le 150 millième. À la fin, vous êtes obligé de recevoir. Et de toute façon, admettez que vous ne les receviez pas, c'est votre voisin qui va les recevoir. Et quand ça va déborder chez le voisin, ça va venir chez vous. Et de toute façon, si ça va chez le voisin, comme il y a la libre circulation Schengen, le type qui a vécu en Italie, il peut venir en France comme il veut. Et on ne pourra à ce moment-là pas l'entendre. On voit bien que c'est un logique et que tout est fait pour évidemment installer les migrants de manière définitive. Alors on vous dit que ce sont des réfugiés. Les réfugiés, c'est quoi? C'est Solzhenitsyn. Le réfugié, c'est Victor Hugo qui s'est dit la guerre brisée. Mais le type qui est réfugié, qui va passer ses vacances dans son pays, c'est pas un réfugié. Et le type qui est réfugié, une fois que la guerre est finie, il devrait être pire, les Syriens. Et ils ne repartent pas, parce que du coup, après, ils passent migrants. C'est-à-dire que pour les faire rentrer, on les présente comme réfugiés, et après, ils deviennent des migrants. On voit bien qu'en fait, tout est fait pour en accepter le maximum. J'ai oublié de vous dire sur les mineurs, il n'y a pas comme droit simplement le droit d'accès direct. Une fois qu'ils ont accédé, ils ont droit au regroupement familial. Le regroupement familial, ça veut dire qu'ils ont accédé dans leur famille. Ça veut dire que toute leur famille revient chez nous. Et après, les gens de la famille peuvent faire aussi du regroupement familial. Donc on voit bien que cette affaire est absolument oui, mais c'est ce que j'ai dit. C'est les ONG qui encadrent tout ça. Les ONG, évidemment, ils sont tous immigrationnistes extrême gauche, expliquent aux migrants qui arrivent, pour rentrer en Europe et pour y rester, il suffit de 3 mots. Je suis mineur. Il dit ça et reste. Et donc les associations, après nos migrants, vous allez me dire le retour. Ils ont fait un petit débat sur le retour parce qu'il est un petit peu donné. En réalité, le retour, ils ont mis en place des experts et les ONG qui encadrent les migrants quand il y a une procédure d'expulsion qui est faite. Résultat, ça devient un parcours du combat. En gros, l'Union européenne finance pour empêcher les expulsions et confie les dossiers à des personnes privées d'extrême gauche. Donc en fait, l'Union européenne a capté la compétence migratoire de l'État et l'a donnée aux organisations d'extrême gauche. Et elle, évidemment, elle cautionne tout ça. Elle en a presque fait des gens qui ont une concession de service. Donc ça, c'est le deuxième pilier du vandalisme. Je conçois que ce ne soit pas très bien. Troisième pilier, c'est l'approfondissement. L'approfondissement, c'est quoi? C'est que l'Union européenne a envie d'avoir le maximum de pouvoir. C'est-à-dire qu'au départ, l'Union européenne est une organisation internationale, entre nations. En gros, les nations s'entourent et il y a une nation à la table, à chaque place.
Et puis globalement, progressivement, l'Union européenne s'est vécue comme un État. Elle dit on va être un État. Et donc elle s'est dotée d'un hymne, d'un drapeau, d'une devise, d'un parlement, d'un gouvernement qui dit pas son nom, qui s'appelle la Commission, d'instances de tribunaux, d'une monnaie, de la libre circulation intérieure, donc de frontières extérieures. Les frontières extérieures, c'est un État. Et elle se dit, je suis un État. Progressivement, chaque jour qu'il fait, elle essaye de consolider cette idée qu'elle est un État. Avec quelquefois d'ailleurs, des ratés, parce que pour être un État, il faut être reconnu comme un État, et rappelez-vous quand Van der Leyen était en Chine, la Chine est un vieux pays, absolument tout, on va pas le voir, il sait reconnaître les vrais États des contrefaçons. Elle a fait passer Mme Van der Leyen par le salon par le guichet des touristes et pas du tout des personnalités officielles. Mais l'Union européenne a pris plein de fonctions qu'elle n'avait pas dans les traités, et plein de compétences qu'elle n'avait pas dans les traités.